Après un effrayant accident de vélo, mes parents semblent trop calmes. Puis, j'ai vu mon père faire CCDA à mon vélo. Chaque matin, mes parents insistaient pour réparer mon vélo avant que je parte. C'est pour ton bien, disait-il. Mais les accidents continuaient d'arriver. Jusqu'à ce que je surprenne mon père en train de faire ça à mon vélo. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 5 heures plus tard, la police était à la porte. Je suis rentré à la maison, tremblante, comme si je venais de sortir d'une machine à laver. J'avais les mains écorchées, mon jean était déchiré aux genoux, et une traînée de graisse le long de mon bras me donnait l'air de m'être battu avec une tondeuse. Honnêtement, j'en aurais ri si mon cœur n'était pas encore quelque part à ce rond-point, essayant d'esquiver le camion qui a failli me transformer en peinture routière. J'ai claqué la porte derrière moi. Je suis encore tombé, ai-je lancé. Maman s'est détournée de l'évier avec ce faux sourire qu'elle utilise chaque fois que quelqu'un frappe à la porte. Papa n'a même pas levé les yeux de son journal. Oui, un vrai journal en papier, comme si nous étions encore dans les années 90. Tu es tombé ? A demandé maman, son sourire vacillant. Mais es-tu blessé ? Des os cassés ? Ses yeux me parcouraient comme si j'étais un morceau de viande chez le boucher. Il n'y avait pas beaucoup de tendresse là-dedans, c'était plutôt comme si elle vérifiait une liste de courses. Je vais bien, ai-je dit, même si ma voix ressemblait plus à un accordéon mourant qu'à une personne. Les freins n'ont pas pris. J'ai failli passer sous un camion. On aurait pu croire que cette dernière partie aurait provoqué une réaction. Un hoquet de surprise, peut-être. Ou même juste un « oh mon Dieu ». Au lieu de ça, papa a plié son journal avec le soin d'un homme faisant de l'origami et a dit « L'as-tu signalé ? Pas un, ça va ? Pas un, assieds-toi. Juste, signaler. Non, ai-je répondu en me frottant les bras. Pourquoi l'aurais-je fait ? Je ne suis pas blessé. Ce genre de chose est important, a-t-il dit. Est-ce que quelqu'un au travail a noté quelque chose ? Je l'ai juste regardé fixement. Non, papa. Personne n'a rien noté. Je ne me suis pas vraiment fracassé le crâne, d'accord ? Juste des bleus. Maman a apporté un verre d'eau et l'a posé devant moi comme si c'était un accessoire de théâtre. Parfois, on ne le sent pas tout de suite, a-t-elle dit doucement. Ton poignet. Peut-être ton dos. Tu devrais bien réfléchir. Vraiment bien. J'ai fléchi ma main. Ça faisait mal, mais de la même manière qu'un orteil cogné fait mal, pas d'une manière qui justifie d'appeler la compagnie d'assurance. Non. Toujours en vie. Juste de la chance. Ils ont alors échangé un regard. Pas le regard soulagé, du genre, Dieu merci, elle va bien, qu'on pourrait attendre de parents. Plutôt de la déception. Papa s'est éclairci la gorge. Eh bien, a-t-il dit, en essayant de paraître décontracté, parfois, le signaler peut t'aider. Tu te souviens de ce type dans la ville voisine ? Un livreur, il est tombé de son vélo de travail, s'est cassé le bras. L'entreprise a dû lui verser une somme à 6 chiffres. Juste pour son bras. L'entreprise a dû lui verser une somme à 6 chiffres. Juste pour un bras cassé. Incroyable, a dit maman, en riant comme si c'était une anecdote de soirée. Imagine avoir cette chance. Chanceuse ? Bien sûr. Avoir failli passer sous un camion me donne vraiment l'impression d'être la fille la plus chanceuse du monde. J'ai réussi à esquisser un sourire qui devait ressembler à une douleur d'estomac. C'est fou, ai-je dit. À l'intérieur, mon estomac faisait des loopings. Parce que ce matin, avant mon service, papa s'était de nouveau accroupi près de mon vélo. Les freins semblaient spongieux, avait-il dit, avec sa fierté habituelle et la graisse sous les ongles. Il bricolait toujours des choses, les chaises, les robinets, mon vélo. La moitié du temps, elle se cassait après. Il appelait ça de l'entretien. J'appelais ça de l'ingérence. Mais maintenant ? Le souvenir de ses doigts sur le câble de frein repassait dans ma tête comme une mauvaise vidéo de surveillance. Clic, traction, c'est fait. Et me voilà, à un cheveu de devenir une histoire édifiante. Maman s'est penchée plus près. Je peux voir tes genoux ? J'ai soulevé mon short. Elle a émis un bruit de sympathie qui semblait un peu trop répété. Oh, ma pauvre chérie. Ça a l'air vilain. C'est rien, ai-je dit. Mais ça aurait pu être pire. Il y avait un camion.
Ne sois pas dramatique, a dit papa, avec ce petit rire que les gens utilisent quand ils veulent minimiser votre peur. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. C'est ça. Mon jean avait un trou, et mon cœur n'était toujours pas redescendu depuis le rond-point. Mais bien sûr. Rien. Je l'ai vérifié ce matin, a ajouté rapidement papa. C'est un vélo d'entreprise. Ils n'entretiennent pas ces choses. Je veux juste assurer ta sécurité. Je me suis mordu la langue. Je ne me sentais pas du tout en sécurité. Je vais prendre une douche, ai-je dit. Ne mouille pas les bleus, a crié maman derrière moi. Ce qui, honnêtement, n'est pas comme ça que l'eau fonctionne. Quand je suis redescendu, la maison était silencieuse, à l'exception de la télévision. Je n'avais pas faim, mais maman a glissé une assiette devant moi. Mange, a-t-elle dit. Tu te sentiras mieux. Et si ce n'est pas le cas, ai-je demandé. C'est sorti avant que je puisse le retenir. Elle a cligné des yeux, comme si je venais de parler en latin. La mâchoire de papa s'est crispée. Sa fourchette a cliqueté contre l'assiette. Demain, a-t-il dit. Je vais y jeter un vrai coup d'œil. Peut-être changer le câble. Ce n'est rien. Tu as déjà regardé ce matin, ai-je dit. Il en avait besoin d'un autre. Peut-être que l'entreprise devrait y jeter un vrai coup d'œil, ai-je dit, et voilà encore. Ce courant d'air entre eux, un rapide scintillement partagé comme une ampoule sur le point de s'éteindre. Maman a souri, un sourire tendu et acéré. Nous n'avons pas besoin de créer des problèmes. Tu as dit toi-même que tu allais bien. Bien. Mon nouveau mot préféré. Je me suis excusé et je suis monté. Mon vélo était appuyé contre le radiateur dans le couloir, le guidon tournait comme s'il écoutait aux portes. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Les câbles, la chaîne, les boulons. Tous innocents, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Dans ma chambre, je me suis allongé sur mon lit et j'ai fixé la fissure au plafond qui ressemble à une rivière. Mes mains tremblaient. Peut-être que j'imaginais des choses. Peut-être que c'était juste de la malchance. Mais au fond de moi, je savais. Quelque chose n'allait pas. Et bientôt, j'allais voir quelque chose qui changerait tout. Pour comprendre pourquoi mes parents avaient l'air déçus ce soir-là quand j'ai dit que j'étais tombé de vélo, il faut savoir comment les choses fonctionnaient dans ma famille. Elles ne fonctionnaient pas. Du moins, pas pour moi. J'ai toujours été la responsable. Ce n'est pas aussi glamour que ça en a l'air. Cela signifie essentiellement que vous êtes la personne à qui on dit souvent non, pendant que votre sœur est occupée à être décrite comme spéciale, talentueuse et pleine de potentiel. Ma sœur aînée a eu les leçons de violon, les nouveaux vêtements, les éloges brillants. J'ai eu les vêtements de seconde main et une tape sur la tête. Même pas une étoile dorée sarcastique. Juste une tape. Quand elle rentrait avec de bonnes notes, il y avait des applaudissements. Des applaudissements littéraux parfois. Quand je rentrais avec de bonnes notes, c'était, eh bien sûr que tu en as eu. Tu es fiable. Imaginez essayer d'être fier de vous quand toute votre identité est un meuble responsable. Avance rapide de quelques années. Ma sœur obtient son diplôme universitaire. Place à la fanfare. Mes parents souriaient si largement qu'on aurait dit qu'elle avait guéri le cancer, pas seulement réussi ses examens. Et moi? J'ai applaudi aussi. Discrètement. Parce qu'applaudir pour elle était plus sûr que de remarquer que je me fondais déjà dans le papier peint. Puis est arrivée la bombe de la grossesse. Table du dîner, poulet rôti, soirée normale, jusqu'à ce qu'elle s'éclaircisse la gorge et dise « Alors, je suis enceinte ». On s'attendrait à de la panique, non? Non. Ma mère a laissé tomber sa fourchette, puis s'est presque mise à rayonner. Mon père s'est penché en arrière, comme si c'était le meilleur rebondissement de sitcom qu'il ait jamais vu. Au dessert, il parlait déjà du mariage, de la maison, de l'avenir. Pendant ce temps, j'étais encore bloqué sur « Attendez, est-ce qu'elle vient de dire qu'elle va avoir un bébé ?» Mes parents traitaient ça comme un miracle. J'étais assise là, me demandant pourquoi ma voix ne comptait soudainement plus dans les conversations. Le petit ami de ma sœur, appelons-le Monsieur Parish, n'était pas exactement une bonne affaire financièrement. Il était encore étudiant, fauché comme les blés. Mes parents s'en fichaient. Ils ont juste décidé, à ce moment-là, qu'ils allaient financer entièrement une nouvelle vie pour elle. Mariage,
maison, et ils vécurent heureux. Comme si l'argent poussait sur les plants de tomates que maman n'oublie jamais d'arroser. Le problème? L'argent ne pousse pas. Et je venais d'être accepté à l'université. Quand ma lettre d'acceptation est arrivée, j'ai pensé un instant que j'aurais droit à ma propre parade. Au lieu de cela, mes parents m'ont assise avec des visages sérieux. Ce n'est jamais bon signe. Papa s'est éclairci la gorge comme s'il s'apprêtait à faire un sermon. Nous ne pouvons pas nous permettre les deux, a-t-il dit. Maman a ajouté la cerise de la culpabilité sur le gâteau. L'université sera toujours là, ma chérie, mais un bébé ne peut pas attendre. Alors devinez qui a dû attendre? Ils m'ont convaincu de reporter. Convaincu est un mot poli. En gros, c'était, si tu ne reportes pas, nous ne t'aiderons pas du tout. Et quel jeune de 17 ans est prêt à payer l'université seul? Pas moi. Alors j'ai écrit à l'université, j'ai dit que je commencerais l'année suivante, et j'ai fait semblant que ma poitrine ne s'effondrait pas. Je me suis dit que c'était temporaire. Une année sabbatique. Les gens font ça tout le temps, non? Prendre une année pour découvrir la vie. C'est comme ça qu'ils me l'ont vendu. Une expérience de la vie réelle. Autre spoiler. L'expérience de la vie réelle signifiait apparemment faire le tour de la ville à vélo pour livrer des colis tout en remettant mon salaire à mes parents. Parce que c'est ce que j'ai fait. Un travail de livraison à temps plein, un uniforme qui sentait le carton et la sueur, et un vélo d'entreprise avec des freins qui grinçaient. Mes chèques de paie allaient directement dans le pot familial. Loyer, épargne, acompte pour la maison, fonds pour le mariage, tout y passait. Ma sœur ne contribuait pas d'un centime, même si elle vivait toujours à la maison. Pourquoi l'aurait-elle fait? C'était l'enfant en or. Les enfants en or ne paient pas de factures, ils se contentent de briller et de se reproduire. J'essayais de ne pas trop y penser. J'essayais d'en rire avec des amis, en disant des choses comme « Je suppose que je paie juste la lune de miel de ma sœur ». Les blagues sèches coûtent moins cher qu'une thérapie, mais au fond, chaque chèque de paie ressemblait à une brique sur ma poitrine. Et puis il y a eu cette conversation au dîner qui aurait dû être drôle, mais qui ne l'était pas. Nous mangions des spaghettis bon marché, car apparemment l'avenir de l'enfant en or ne laissait pas de place au parmesan dans le budget, quand papa s'est penché en arrière et a dit « Avez-vous entendu parler de ce type dans la ville voisine ?» J'ai continué à enrouler mes pattes. Quel type? Un livreur. Tombé de son vélo de travail. S'est cassé le bras. L'entreprise a dû lui verser une somme à 6 chiffres. Juste pour un bras cassé. Maman a carrément ri. Tu imagines? Il reçoit le salaire d'une année comme ça. Certains ont de la chance. Ils ont tous ri. Même ma sœur, le ventre rond sous son sweatshirt, la fourchette en suspens en l'air comme si elle encaissait déjà des chèques dans sa tête. J'ai ri aussi, parce que quoi d'autre étais-je censé faire? Mais le son s'est coincé dans ma gorge. Quelque chose dans la façon dont les yeux de mes parents se sont illuminés. Juste une lueur, un éclat, a fait se tordre mon estomac. À l'époque, je me suis dit que ce n'était rien. Juste des bavardages de dîner. Juste une de ces histoires bizarres que les gens racontent pour combler le silence. Hein, tu imagines? 6 chiffres pour être tombé d'un vélo. Mais plus tard, allongé dans mon lit, je ne pouvais pas m'en défaire. Ce regard. Ce rire. Ce moment. J'avais pensé que mon quasi-accident plus tôt dans la journée n'était que de la malchance. Un camion, une embardée, une chute. Mais si la chance n'était pas le but? Et s'ils attendaient quelque chose de pire? Je me suis retourné, j'ai ramené la couverture jusqu'à mon menton, et j'ai fixé la fissure au plafond en forme de rivière. Ma poitrine était serrée. Je me suis dit que ce n'était rien. Je me suis dit que j'imaginais. Mais au fond de moi, je savais. Et la prochaine fois que je toucherais ce vélo, j'allais découvrir la vérité, que je le veuille ou non. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas un clin d'œil. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les phares du camion. Et juste derrière, les mains de mon père sur les câbles de frein ce matin-là. Spongieux, avait-il dit. Spongieux. Mon cerveau rejouait ce mot en boucle, comme une mauvaise chanson pop. Au moment où le soleil s'est glissé à travers mes rideaux, j'étais officiellement en train de perdre la tête. Je ne pouvais plus continuer à prétendre que c'était juste de la malchance.
Mais je ne voulais pas non plus croire à l'alternative. Que mes parents étaient. Quoi? En train de me piéger? Qui fait ça? Les parents sont censés vous faire porter des casques, pas les saboter. Au petit déjeuner, papa a tapoté sa cuillère contre sa tasse comme un métronome et a dit, d'un air très décontracté, je vais jeter un autre coup d'œil au vélo aujourd'hui. Il faudra peut-être réajuster le câble. Mon toast s'est transformé en poussière dans ma bouche. Un autre coup d'œil. Ma peau a picoté. J'ai réussi à hocher la tête comme pour dire, bien sûr, papa, merci de me garder en vie un nid de poule à la fois. À l'intérieur, je hurlais. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne pouvais pas rester assise à attendre le prochain accident. J'avais besoin de preuves. Pas seulement des sentiments, pas seulement de la paranoïa. Des preuves. Alors après le petit déjeuner, je leur ai dit que j'allais en ville. Ils pensaient que je parlais du travail. Ce que je voulais dire en fait, c'était le magasin d'électronique. Il s'avère qu'on peut acheter une caméra cachée pour moins que les pourboires d'une semaine. Un petit truc élégant, assez petit pour être glissé derrière les pots de peinture dans le garage. Le type au comptoir a haussé les sourcils quand j'ai demandé combien de temps elle pouvait enregistrer. J'ai juste haussé les épaules. Assez longtemps. Il n'a pas posé d'autres questions. Il a probablement pensé que j'essayais de surprendre un petit ami infidèle. Si seulement. Ce soir-là, pendant que maman fredonnait dans la cuisine et que papa regardait la télé, je me suis faufilé dans le garage. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber ce fichu truc. J'ai coincé la caméra entre l'étagère et le mur, orienté droit sur le support à vélo où papa s'accroupissait toujours. Puis je suis retourné à l'intérieur, le cœur battant, et j'ai fait semblant de m'intéresser aux rires enregistrés de la sitcom qui résonnait depuis le salon. Le plan était simple. Demain, je simulerai une matinée normale, j'agirai comme si j'allais travailler. Mais je ne le ferai pas. Je cacherai le vélo, prendrai ma journée, et j'attendrai. Facile. Sauf que rien de tout cela n'était facile. Le lendemain matin, j'ai enfilé mon uniforme, j'ai passé mon sac sur mon épaule, et j'ai sorti le vélo de la maison avec mon meilleur faux sourire. À ce soir, ai-je lancé. Fais attention avec ce vélo, a dit papa. Ces mots ont atterri comme une pierre dans mon estomac. J'ai poussé le vélo dans la rue, j'ai tourné au coin, et je l'ai caché derrière une benne à ordures derrière la bibliothèque. Pas très glamour, mais sûr. Puis je me suis assise sur un banc, mon téléphone à la main, essayant d'agir comme une adolescente normale qui fait défiler des mèmes. Mais mon cerveau ne riait pas des chats en pull. Mon cerveau comptait les battements de mon cœur. Je ne pouvais pas rentrer tout de suite. Trop suspect. Alors j'ai tué des heures en ville. J'ai fait des tours dans le parc. J'ai acheté un café que je n'ai pas goûté. Je me suis assise à la bibliothèque en faisant semblant de lire pendant que mes yeux glissaient sans cesse de la page. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le garage, l'étagère, la caméra, les mains de mon père. Au moment où je suis finalement rentré à la maison, mes jambes semblaient être des élastiques trop tendus. Maman était à l'évier, fredonnant à nouveau. Papa n'était pas en vue. De retour si tôt? A-t-elle demandé, surprise. Journée courte, ai-je menti, forçant un sourire. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'elle l'entendrait. Je suis monté, j'ai jeté mon sac, j'ai attendu, j'ai écouté. Ils se sont installés dans leur routine. La télé allumée, le bruit des assiettes, le bourdonnement sourd de la vie normale. Mon moment. J'ai rampé dans le couloir, chaque latte de plancher grinçant comme une alarme. À la porte du garage, j'ai fait une pause, les oreilles tendues. Rien. À l'intérieur, l'air sentait l'huile et la poussière. Mon vélo était appuyé contre le support, aussi innocent que jamais. Je me suis accroupi près de l'étagère, les doigts tremblants, et j'ai retiré la caméra. Des bruits de pas à l'étage. Mon corps entier s'est figé. Ils sont passés. J'ai glissé la caméra sous mon pull et je suis retourné à l'intérieur, montant les escaliers 4 à 4. Mon cœur avait l'impression d'essayer de s'échapper de ma poitrine. Dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte, j'ai ouvert mon ordinateur portable d'un coup sec, et j'ai branché la caméra. Le fichier est apparu à l'écran. Une vidéo. J'ai cliqué. Il y avait le garage, granuleux et immobile. Quelques minutes de rien. Puis du mouvement.
Papa est entré, boîte à outils à la main, en sifflotant. Il s'est accroupi près du vélo, le dos à la caméra. Ma gorge s'est nouée. Il a tendu la main vers les câbles de frein. Des outils ont cliqueté. Il a desserré, ajusté. Desserré à nouveau. Pas en train de réparer. En train de casser. Exprès. Puis maman est apparue à l'embrasure de la porte, les bras croisés. Elle s'est penchée près de lui. A chuchoté quelque chose. J'ai augmenté le volume. Pas trop, a-t-elle dit. Juste assez. Juste assez. Mon corps entier est devenu froid. Je l'ai regardé tirer à nouveau sur les câbles, puis reculer, satisfait. Il s'est essuyé les mains sur un chiffon, a jeté un coup d'œil vers la porte, et est parti. J'ai claqué l'ordinateur portable, le repoussant comme s'il m'avait brûlé. Mon souffle était court, saccadé. Ce n'était pas de la malchance. Ce n'était pas moi. C'étaient eux. Mes propres parents. On pourrait penser qu'après avoir vu mon père saboter mon vélo sur caméra, je pleurais ou crierais ou jetterais quelque chose. Je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté assise là, l'ordinateur portable bourdonnant sur mon bureau, mes mains tremblant comme si je venais de boire 6 cafés à jeun. Mes parents, les gens qui me disaient de porter un casque et de regarder des deux côtés, avaient essayé d'organiser mes accidents. Et pas juste une fois. Maintes et maintes fois. J'ai fermé l'ordinateur portable, je l'ai glissé sous mon lit comme s'il s'agissait de déchets toxiques, et je suis resté très immobile. C'est là que l'idée m'a frappé. Que fait-on quand ses parents essaient de vous tuer? Ou, pas de me tuer, me suis-je rappelé, car apparemment ça rendait les choses meilleures. Juste me blesser pour de l'argent. Ah, bien. Quel soulagement. Mon premier instinct a été d'en parler à quelqu'un. Mais à qui? Mes amis penseraient probablement que je suis dramatique. Les professeurs? Je n'étais plus à l'école. Le voisin? Trop gênant. Il ne restait qu'une seule option. Celle que je ne voulais pas. La police. L'idée d'entrer dans un commissariat avec ma petite carte SD tremblante et de dire « Bonjour, mes parents ont essayé de me mutiler pour de l'argent d'assurance » ressemblait au début d'une très mauvaise blague. Mais l'alternative était de prétendre que tout allait bien. Et si j'avais appris quelque chose de mes concours de fixation de fissures au plafond la nuit, c'est que faire semblant ne vous maintient pas réellement en vie. Alors j'y suis allé. Le commissariat sentait le café brûlé et la moquette mouillée. Un officier blasé à l'accueil a haussé les sourcils quand j'ai dit « Je dois signaler mes parents ». Il a cliqué sur son stylo. Pourquoi? Pour avoir essayé de me faire avoir un accident avec mon vélo de travail, ai-je dit, ma voix sortant plus stable que je ne le sentais. J'ai une preuve vidéo. Ça a attiré son attention. En quelques minutes, j'étais dans une petite salle d'interrogatoire sans âme, chaise en plastique, lumière qui bourdonne. Ils m'ont demandé ma déposition. Je leur ai tout raconté. Les chutes, les quasi-accidents, la façon étrange dont mes parents n'arrêtaient pas de me demander si j'étais blessé, l'histoire amusante sur le type qui a reçu une indemnisation. Puis, j'ai remis la vidéo. L'officier l'a branchée, a regardé pendant peut-être 10 secondes, et toute sa posture a changé. Il n'avait plus l'air blasé. « Vous avez bien fait », a-t-il dit. « Nous nous en occupons à partir de maintenant. » J'ai hoché la tête, mais mon estomac ne s'est pas détendu. Parce que voilà le truc. Nous nous en occupons, ne vous fait pas vous sentir en sécurité quand les personnes dont vous avez peur sont les mêmes qui vous bordent la nuit. Ils ne m'ont pas renvoyé chez moi. Dieu merci. Au lieu de cela, ils ont appelé ma tante, celle qui m'achetait toujours des livres pour Noël et qui sentait le thé à la menthe. Elle est venue me chercher, m'a serré plus fort que personne ne l'avait fait depuis des mois, et a dit « Tu restes avec moi maintenant ». Sa chambre d'amis avait des draps dépareillés et un poster de chaton au mur, un reste de l'époque où sa propre fille était petite. C'était le plus bel endroit où j'ai jamais dormi. Mais même là, blotti sous des couettes roses et jaunes, je ne pouvais pas me détendre. Parce que mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, appels manqués, messages vocaux, SMS, de maman. De papa. Encore et encore. Je n'ai pas répondu. Pas une seule fois. Mais j'ai écouté un message vocal juste pour me torturer. La voix de maman, tranchante de colère. Comment as-tu pu? Tu ne sais pas ce que tu as fait.
J'ai jeté le téléphone sur l'oreiller comme s'il était brûlant. Ma tante est entrée, a froncé les sourcils en voyant l'écran vibrant et a dit « Bloque-les ». Je ne peux pas, ai-je murmuré. Et je le pensais. Les bloquer semblait trop définitif. Trop comme admettre qu'ils n'étaient plus vraiment mes parents. Le lendemain, la police a appelé. Mes parents avaient été arrêtés, interrogés, relâchés. Je n'étais pas surprise. C'est comme ça que ça marche. Arrestation, paperasse, caution. Ils n'allaient pas rester en cellule pour toujours juste parce que je le souhaitais, ce qui signifiait que les appels ne s'arrêtaient pas. Puis un soir, le téléphone de ma tante a sonné. Je l'ai entendu dans la cuisine, la voix sèche. Non, elle ne veut pas. D'accord, attendez. Elle a passé la tête dans ma chambre. Ils veulent te parler. En vidéo. Juste une minute. Je me suis figé. Chaque cellule de mon corps criait non. Mais une autre partie de moi, celle qui voulait des réponses, a hoché la tête. D'accord. Nous avons installé l'ordinateur portable sur la table de la cuisine. Ma tante planait à proximité, les bras croisés. L'écran a clignoté. Et ils étaient là. Mes parents. Ils n'avaient pas l'air désolés. Ils avaient l'air furieux. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, a dit papa en premier, la voix tendue. J'ai dégluti. Je pense que si. Maman s'est penchée en avant. Nous n'essayons pas de te tuer. Ne sois pas ridicule. Oh, génial, ai-je dit, mon rire sonnant creux. Alors ça rend les choses acceptables. C'était juste censé être un petit accident, a lâché papa. Un os cassé, quelque chose qui guérit. Sais-tu ce que cela aurait signifié? Une seule indemnisation aurait pu tout changer. Ma poitrine est devenue glaciale. Pour qui? Pour toi, a rétorqué maman. Pour nous tous. Tu aurais eu de l'argent pour l'université. Ta sœur aurait pu commencer sa vie. Nous aurions pu respirer. Mes mains se sont crispées en poing. Donc ma vie? Ma sécurité? Ça valait quoi? Un acompte? Une robe de mariée? Elle est enceinte, la voix de maman s'est brisée. Elle a besoin de nous. Elle a besoin de stabilité. Et toi? Qu'est-ce que tu as? Un travail à vélo? Tu aurais pu avoir des millions, tout comme cet homme dans la ville voisine. Et tu n'aurais même pas remarqué un bras cassé à long terme. J'ai ri à nouveau, un rire sec et amer. Vous me vouliez à l'hôpital pour qu'elle puisse avoir une maison. Vous me vouliez en sang pour qu'elle puisse avoir des fleurs à son mariage. Le visage de papa s'est assombri. Tu es ingrate. Nous avons fait ça pour toi aussi. Tu ne gagnerais jamais d'argent par toi-même. C'était ta chance. Et voilà. La vérité. Mise à nu. Comme un couteau sur la table. J'ai senti quelque chose en moi se briser. Je me suis penché en avant, près de la caméra, et j'ai dit, aussi stable que la pierre, vous ne le faisiez pas pour moi. Vous étiez prêt à risquer ma vie encore et encore parce qu'elle comptait plus que moi. Vous n'avez jamais pensé à moi. Seulement à elle. Et maintenant? Vous nous avez perdus toutes les deux. Maman a ouvert la bouche. Ma tante a claqué l'ordinateur portable. Le silence a rempli la cuisine. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû m'agripper au bord de la table. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer. Mais voilà le truc. La conclusion n'est pas nette. Elle ne s'attache pas avec des rubans. Même assise là, la poitrine haletante, je savais que ce n'était pas fini. Il y aurait des procès, des audiences, des questions. Je ne savais pas combien de temps cela prendrait ni ce qui se passerait exactement. Tout ce que je savais, c'est que pour la première fois de ma vie, le poids n'était plus sur moi. Et pour la première fois, j'étais libre. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Le procès n'a pas duré longtemps. La vidéo parlait plus fort que je n'aurais jamais pu le faire. Mes parents ont été reconnus coupables de mise en danger de la vie d'autrui, de cruauté envers un enfant et d'association de malfaiteurs en vue d'une escroquerie. 4 ans de prison. Le juge a également ordonné une restitution. Pas des millions comme ils en rêvaient. Juste assez pour faire mal. Ils ont dû vendre la maison. Leur précieuse maison familiale transformée en dédommagement pour la fille qu'ils ont essayé de sacrifier.
L'ironie ne m'a pas échappé. Ma sœur a découvert la vérité pendant le procès. Elle était horrifiée. Elle a aussi coupé les ponts. Elle a emménagé dans une location exiguë avec son petit ami et le bébé. Pas de mariage, pas de maison, pas de solution miracle. Elle m'envoie toujours des photos de ma nièce, mais il n'y a plus aucune mention de nos parents. Plus maintenant. Avance rapide d'1 an. J'ai 18 ans maintenant. J'ai vécu avec ma tante jusqu'à cette semaine, où j'ai fait mes valises et emménagé dans ma chambre d'étudiant. L'argent de la restitution couvre les frais de scolarité et le loyer. Pour la première fois de ma vie, je construis quelque chose qui m'appartient. Sans condition, sans réparation de vélo, sans enfant en or à qui me mesurer. Juste moi. Parfois, je me réveille encore la nuit avec le son des freins qui lâchent dans ma tête, mais ensuite je regarde autour de ma petite chambre d'étudiant et je souris. Parce que j'ai survécu. Il pensait pouvoir acheter l'avenir de ma sœur avec ma douleur. Au lieu de cela, j'ai acheté le mien. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin? Ou pas assez loin? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus.